Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de l'invité de Medi 1 TV. La rentrée est chaude, comme on dit, et ça n'a rien à voir avec le changement ou le réchauffement climatique. Les étudiants de médecine sont en colère, les avocats aussi. Des mouvements de grève ici et là, un PLF avec des préalables discutables qui peuvent être discutés, nous en discuterons. Une vague massive de migration près de Fneder, bref. En un mot, commençant, majorité et opposition ont du pain sur la planche. Et pour parler de cette rentrée, nous recevons donc l'invité de Medi 1 TV, qui est un des chefs de l'opposition, bien connu sur la scène publique. Mohamed Nabil Ben Abdallah, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir, comme d'habitude. Merci, marhaba. Vous êtes, comme nous le savons, secrétaire général du PPS depuis 2009, c'est bien ça? 2010. 2010. Vous êtes ancien ministre de la Communication, de l'Habitat, de la politique de la ville. Vous êtes aussi, vous avez une carrière diplomatique d'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Rome, en Italie. On y va directement. Vous en avez déjà connu des rentrées politiques en tant que ministre, en tant qu'opposition. Elle est comment cette rentrée politique? Vous avez parlé de... politique, universitaire, sociale, la rentrée. Vous avez parlé de rentrée chaude. Oui, sur les 20 dernières années, nous avons eu des rentrées chaudes, soit dans le sens positif du terme, dans le sens où il y avait un certain nombre de projets en cours, il y avait l'activation de ces projets, mais également dans le sens où il y avait des dossiers en souffrance. Pour ce qui est de cette rentrée, très honnêtement, si vous essayez de tâter le pouls de la population dans ces différentes couches, je vous dirais c'est la rentrée de l'incertitude. C'est la rentrée du questionnement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, de par la fragilité de ce gouvernement, de par son absence politique, de par son déficit de communication, mais également face à un certain nombre d'événements qui ont eu lieu récemment, qu'il s'agisse de cette volonté de migration collective, ou qu'il s'agisse des inondations ou d'autres dossiers, outre l'accumulation d'un certain nombre de questions négatives concernant la cherté de la vie, concernant les hésitations et points négatifs en matière de couverture sociale universelle, ou sur la question de l'enseignement, comme c'est le cas pour les étudiants de médecine et de pharmacie. Et donc, tout cela laisse cette impression d'incertitude, et malheureusement, même si on peut considérer qu'il y aurait des actions menées par l'actuel gouvernement à ce propos, rien n'est communiqué. Rien n'est partagé. Alors, vous avez parlé de la communication, d'accord. Je voulais vous poser une question tout à l'heure, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire maintenant. Vous avez parlé de fragilité du gouvernement et de son absence politique. Ça veut dire quoi? Ils sont trois partis de la majorité. Ils ont sorti un communiqué dernièrement avec l'UC qui soutient la majorité sans être parti du gouvernement. C'est quoi une absence politique? C'est le fait que nous avons, sans hésitation aucune, je le dirais, je l'ai déjà dit sur ce plateau et ailleurs, nous avons affaire probablement au plus faible gouvernement que nous avons eu sur au moins les 20 dernières années. Et donc, parce que bien qu'il soit constitué de trois partis, il ment. C'est un gouvernement qui manque de charisme, c'est un gouvernement qui manque de profondeur politique, c'est un gouvernement qui ne communique pas. Lorsqu'il communique, il le fait avec beaucoup de suffisance, avec beaucoup de volonté de faire avaler à la population des contre-vérités, de faire croire que tout va bien, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et tout cela, eh bien, provoque les effets contraires, c'est-à-dire une désaffection, provoque de plus en plus un manque de crédibilité à l'égard de l'action politique de manière générale, et cela nous affecte tous, augmente la crise de confiance entre la population et les milieux de décision politiques, et provoque notamment ce que nous avons vu par rapport à la migration, cette volonté de migration collective, car... Alors, restons-y, si vous voulez bien, Nabil Ben Abdallah. Parlons de cette tentative de Fneder, des images qui sont dures, des images qui ne font pas plaisir, des images qui font mal, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et voilà, donc plusieurs questions sur cet événement. Comment vous avez reçu ça? Quelle a été la réaction du gouvernement et qu'auriez-vous fait
à la place du gouvernement. L'opposition, on a, la position un peu facile de Yaka Fouque. Non, ça n'a pas été le cas pour la position que j'ai exprimée d'abord. Au nom, on vous le reconnaît, vous avez été l'un des rares à réagir, c'était sur vidéo. Au nom du Parti du Progrès et du Socialisme, et ensuite un communiqué qui est sorti la semaine dernière, que nous avons réaffirmé ce matin par un communiqué relatif à notre réunion du bureau politique d'hier. Vous le remarquerez dans cette vidéo, dans ces sorties, nous avons clairement affirmé que ce qui se passe, ce qu'exprime ces images désolantes, choquantes, n'est pas lié au seul fait gouvernemental actuel. Nous l'avons dit avec réalisme, avec beaucoup de courage. C'est une accumulation. C'est une accumulation qui est due d'abord à l'échec d'un certain nombre de politiques économiques et sociales. Parce que ces politiques économiques et sociales, sur toutes ces dernières années, et encore plus avec le gouvernement actuel, il faut le reconnaître, notamment en matière de chômage, eh bien, n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes de cette jeunesse, pour que cette jeunesse puisse se sentir intégrée, puisse se sentir citoyenne réellement. Je vous rappellerai que lorsque Sa Majesté le Roi a voulu mettre en œuvre un nouveau modèle de développement, le discours fondateur a précisé que malgré tous les efforts faits par le pays, malgré toutes les réformes que nous avons lancées, malgré les avancées remarquables opérées par notre pays sur les 20 dernières années, eh bien, il y a les laissés pour compte. Il y a ceux qui n'ont pas été touchés par le changement, ceux qui n'ont pas profité des fruits du développement, que ce soit à l'échelle spatiale ou à l'échelle sociale. Et donc, cela traduit d'abord, ce que nous avons vu traduit d'abord cela, mais il traduit encore plus. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que certains de ces jeunes n'étaient pas particulièrement en situation économique et sociale difficile. Certains de ces jeunes étaient en réaction de rejet par rapport à la société à laquelle ils appartiennent. Certains de ces jeunes, et nous avons entendu un certain nombre de vidéos, etc., eh bien, certains de ces jeunes exprimaient un ras-le-bol général, une crise de confiance, telle que je vous l'ai dit au début de cette émission. Et je dirais même quasiment une crise identitaire, dans la mesure où ils vont jusqu'à croire, malgré les dangers, malgré ce qu'ils peuvent rencontrer demain, si tant est qu'ils puissent arriver de l'autre côté, eh bien, vaille que vaille, ils décident d'y aller, et en fait, c'est pour fuir une situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, un mal-être dans lequel ils se trouvent. Très bien. Alors, vous allez m'expliquer une chose. Vous parlez vous avez dit que c'est le fruit, l'accumulation de plusieurs années. Vous me voyez certainement venir. De 2012 à 2017, vous avez été membre des différents gouvernements. Benkiran 1, Benkiran 2, Othmani 1, jusqu'en 2019, votre parti, donc de 2019 à 2019, 2012 à 2019, votre parti a été membre de la majorité, membre important de la majorité. Vous avez une part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Ce n'est pas une accusation, c'est simplement un constat. Vous savez, je n'ai pas attendu que vous me le disiez. Je vous dis que dans la vidéo sur laquelle je me suis expliqué sur ces questions, j'ai clairement dit qu'il y avait une part de responsabilité de tous les milieux de décision qui se sont succédés sur ces 2 dernières décades pour le moins, et encore plus les gouvernements qui datent du millénaire dernier ou du siècle dernier. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a cette responsabilité, y compris la nôtre, même si nous n'avons jamais été majoritaires dans des gouvernements. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Ce phénomène de migration collective s'est atténué considérablement, d'abord parce qu'il y avait une certaine prise en charge économique qui a fait baisser le chômage, notamment sur ces deux gouvernements que vous avez signalés, mais aussi les gouvernements précédents, principalement avec Abdelrahman Yousfi, avec Drijito, avec Abbas El-Fassi, et ensuite avec les gouvernements d'abord principalement d'Abdelina Abdelkiran, un peu moins de Saadil Othmani, parce que les choses ont commencé à déraper à partir de là, à cause de la responsabilité aussi de ceux-là même qui se trouvent
dans la direction du gouvernement actuel et qui continue de nous dire que tout ce qu'aujourd'hui ils rencontrent comme problème date de cette période-là. Ils oublient complètement que pendant cette période-là, c'est eux qui étaient réellement aux affaires. C'est eux qui diraient le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Industrie, les ministères créateurs d'emplois, etc., le ministère de l'Agriculture. Et c'est eux qui donc auraient échoué, si tant est que tel est le résultat. Et donc, je considère qu'il y avait une atténuation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait notamment prise en charge un certain nombre de questions économiques et sociales, mais il y avait aussi une vie politique. Il y avait aussi la société qui s'exprimait par différents canaux et un langage, un dialogue retrouvé entre les différentes institutions, les forces politiques, le gouvernement et les différentes couches de la population. Aujourd'hui, cela est absent. Aujourd'hui, à ces jeunes, on ne parle pas. Aujourd'hui, quand vous avez, excusez-moi de vous le dire, même un ministère qui, pour boucler la fin de l'année, pour que les organisations de jeunesse continuent de jouer leur rôle avec les associations pour organiser des universités ou des rencontres de jeunes, etc., on leur a sabré ce qui reste du budget en leur disant qu'il n'y aura aucun budget avant 2025. Rendez-vous compte de la portée de cette décision. Cela donne encore un aperçu sur l'absence de toute profondeur et vision politique par rapport à ce gouvernement. Très bien, restons sur ces anciens gouvernements, sur le gouvernement actuel. Il est vrai que le gouvernement actuel dit assez facilement, assez souvent, d'une manière récurrente, on a pris du retard sur les 10 dernières années, vous venez d'y répondre. Nous allons passer de Fnidr à Tata, donc la région sud-est du pays. Nous avons vu aussi ces images qui sont des images qui choquent, des images qui font mal. Et vous avez été aussi ministre de l'aménagement du territoire. Je suppose que ça rentrait quelque part dans vos attributions. Il y a énormément d'argent qui est sorti dans ces zones-là. Par exemple, l'agence de développement des zones oisiennes. Et vous y étiez, c'est du 100 milliards de dirhams d'investissement sur une dizaine d'années. Et vous avez passé 6-7 ans là-dessus. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi on doit voir des images comme celles qu'on voit? Je n'ai jamais été responsable de l'agence des oasis. C'est une agence qui dépendait et qui dépend encore du ministère de l'Agriculture. Vous savez de la solidarité gouvernementale. Vous savez qui était en charge de l'agriculture pendant 14 ans. Je voudrais m'assurer de l'énormité, permettez-moi l'expression, l'énormité de ce montant, 105 milliards de dirhams. Je voudrais m'en assurer. Mais si tel est le cas, c'est à se demander où est passé cet argent. Parce que lorsque vous allez dans la région, et j'y vais souvent, et je devais y aller encore la semaine dernière, malheureusement les conditions climatiques ne l'ont pas permis, pour aller justement voir les dégâts qu'il y a eu, notamment dans la région de Tinrir, eh bien, on se demande où est passé cet argent. Il est évident aujourd'hui que cette région, cette ceinture du sud-est, qui va jusqu'à ces provinces du pré-sud saharien, à savoir jusqu'à Tata, etc., eh bien, ce sont des régions qui n'ont pas, contrairement à nos régions, à nos provinces récupérées, ce sont des régions qui, justement, comme cela a été dit dans le discours royal, n'ont pas bénéficié. Et vous, comme ministre de l'aménagement du territoire? Comme ministre de l'aménagement du territoire, d'abord, permettez-moi de vous dire que malheureusement, dans tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le départ, l'aménagement du territoire est le parent pauvre. L'aménagement du territoire est un ministère, au lieu qu'il soit ministère central sur la question de l'aménagement du territoire, pour que tout ce qui est fait soit fait selon une vision de développement multisectoriel et global, eh bien malheureusement, toutes les études, tout ce qui est produit par le ministère de l'aménagement du territoire, que ce soit avec moi ou avec ceux qui m'ont précédé ou ceux qui sont venus après moi, malheureusement n'est pas pris en considération, ni dans les lois de finances, ni dans les orientations des différents gouvernements. D'abord, malheureusement, l'aménagement du territoire est plus une question de réflexion qu'une question d'action. Maintenant, sur les autres aspects, à savoir habitat, non, je dis cela par rapport à ce qui se passe aujourd'hui concrètement. Si on donnait réellement les moyens à l'aménagement du territoire de mettre en œuvre des politiques publiques concrètement, parce que ce qui se passe, c'est que les autres ministères viennent pour dire mais pourquoi vous vous mêlez de nos affaires? Si le ministère de l'aménagement du territoire se met à vouloir intervenir dans les questions de l'agriculture, vous vous rendez bien compte que le ministère de l'Agriculture va réagir, il y a ce qu'on appelle la symbiose gouvernementale. La symbiose gouvernementale ne peut s'opérer. L'arbitrage du chef du gouvernement. C'est une question liée à
l'action du chef du gouvernement, vous venez de le dire. L'aménagement du territoire est une prérogative qui doit être centrale et qui doit être affectée de manière principale. Et Atmani, c'est Abdellah Kélan, Atmani, tous ceux qui l'ont précédé, tous ceux qui l'ont précédé, l'actuel non plus, tous ceux qui l'ont précédé de ce côté-là, malheureusement. Alors, l'autre question sur laquelle il s'agit de beaucoup focaliser, c'est que nous et nos ministres, vous allez dans ces régions, vous vous rendrez compte qu'aussi bien en termes d'habitants, qu'en termes d'aménagement d'un certain nombre de villes, qu'en termes de lutte contre justement les inondations, qu'en termes de barrages collinaires, qu'en termes d'édifices hydrauliques divers, qu'en termes de santé, qu'en termes de culture, nous avons travaillé sur ces différentes régions et sur ces différentes provinces, et à aujourd'hui, les présidents de communes, les différents responsables de cette région disent « avec vous, nous avons vu des choses concrètes avec les ministres du PPS ». Mais cela n'est pas du tout suffisant par rapport aux besoins. Par rapport aux besoins, c'est-à-dire ce qui a été fait, quand bien même ça aurait été fait, c'est bien en deçà des besoins. Beaucoup en deçà par rapport à tout ce qui est fait dans d'autres provinces. Et donc c'est pour ça que ce sous-équipement, cette précarité, d'accord, lorsque de surcroît il y a une catastrophe naturelle, c'est ce qui s'est passé dans ce cas, eh bien ces provinces ne sont pas suffisamment équipées pour contrer cela. Sachant que je voudrais vous dire une chose, lorsque l'eau vient, lorsqu'il y a des inondations, d'accord, et on l'a vu dans des pays développés, beaucoup plus avancés que le Maroc, lorsque l'eau est là et qu'il y a des inondations, eh bien il est très difficile de contrer ces effets néfastes. Quand les infrastructures sont submergées, ça arrive partout, même dans les pays les plus puissants, les plus riches. C'est ce que je vous disais à l'instant. Quand il n'y a pas d'installation, quand il y a peu d'installations, de faible qualité... Sachez qu'il y a eu un certain nombre d'édifices hydrauliques ou autres qui ont résisté pour certains. D'autres n'ont pas pu résister. Mais cela, on l'a vu également dans des pays développés. Qu'ils aient résisté. Oui, il y en a qui ont résisté, mais il y en a qui ne résistent pas non plus dans d'autres pays. Notre gouvernement aime aligner les chiffres, annoncer des réalisations, dérouler des colonnes de chiffres, etc. On va chercher un petit peu, on trouve que... J'aimerais quand même dire, si vous le voulez bien, que ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est qu'après notamment ces inondations, qu'il y ait vraiment une action énergique, que ce gouvernement, justement, assume sa responsabilité politique et arrête de regarder dans le rétroviseur. Dites aujourd'hui, essayez d'apporter des choses concrètes à cette population, dans la situation dans laquelle ils sont. D'abord, améliorer les secours. Il y a eu un travail énorme qui a été fait par les autorités, au niveau des forces de sécurité, par les autorités civiles et militaires. Très bien, d'accord. Mais ça a été fait, mais c'est pas suffisant parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut. C'est une réaction, on est bien d'accord. Notamment ce qui s'est passé à Tata, etc. Maintenant, c'est l'occasion aujourd'hui de se réveiller et d'aller s'occuper de ces choses-là. Avez-vous entendu un seul ministre se prononcer, aller à la télévision et dire face à ce qui s'est passé, nous allons prendre un certain nombre de mesures. Face à ce qui s'est passé à Fnedak et à ces jeunes qui ont voulu partir, nous assumons la responsabilité et nous voulons vous dire que nous allons faire telle chose et telle chose. Nabil Abdellah, sur la scène politique nationale, le nom de Nabil Abdellah est un label. Vous connaissez tout le monde vous connaît. Vous avez des relations, vous avez exercé au sein du gouvernement avec Si Aziz Akhnouch. Vous êtes actuellement un membre éminent de l'opposition. Est-ce que vous avez les moyens de vous opposer et est-ce que vous n'avez pas pensé à peut-être aller en parler à l'abri des caméras, à l'abri des regards, à l'abri de tout le monde, avec Si Aziz Akhnouch et lui dire ce que vous êtes en train de dire là à la télé? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a un répondant? Comment ça se passe? Comment se passent vos relations avec cette majorité? Écoutez, malheureusement... C'est pour ça que je l'ai mis sur le côté, sur le plan personnel, parce que vous connaissez tout le monde vous connaît. Oui, et fort heureusement, j'essaye de maintenir des relations cordiales, malgré les désaccords sur les orientations. C'est la règle. Mais j'essaye de maintenir. Vous le remarquerez, je ne suis jamais dans l'invective, ni dans l'insulte, ni dans la personnalisation. Je ne le serai jamais. D'autres succombent à cela, dans les deux côtés, d'ailleurs. Et cela, c'est le chef du gouvernement. Et cela n'est pas le meilleur service qu'on puisse rendre à la scène politique nationale, ni à la nécessité de réinjecter de la confiance dans cette scène politique. Et donc, je voudrais vous dire tout d'abord que il faudrait que l'opposition soit consultée de temps à autre. Et comme dans d'autres pays démocratiques, on puisse faire appel à nous et que
autour de petit déjeuner ou même sans petit déjeuner, un café suffira, eh bien, nous puissions débattre et échanger avec le chef du gouvernement. Cela a été le cas une seule fois, exceptionnellement, et depuis, alors même que nous avons souvent appelé de nos voeux ces rencontres, cela ne s'opère pas. Nous avons appelé la réunion de commissions parlementaires. Nous l'avons fait maintenant pour le problème de Fnedq. Nous l'avons fait sur la question du sport. Nous le faisons à chaque fois qu'il y a des événements malheureux. Nous l'avons également fait pour la question des inondations, de manière à ce que nous puissions trouver un cadre de discussion, d'expression de nos questionnements, de nos propositions aux ministres concernés pour qu'ils puissent nous répondre. Il n'y a pas de répondant du côté de la majorité, ni du côté du aucune de ces commissions ne s'est réunie à ce jour. Très bien. Du côté de la majorité, au niveau du Parlement, comment ça se passe? Vous avez ce que je viens de vous dire, c'est au Parlement. Nous avons demandé... Et au gouvernement? Mais au gouvernement... Parler aux ministres, vous voulez dire? Ni au niveau du gouvernement, ni au niveau du Parlement. Malheureusement, on ne nous consulte même pas, ils veulent même pas. Lorsque nous prenons des initiatives, comme nous avons fait pour la lettre ouverte, que ce soit la première ou la deuxième, la réponse, pas par le gouvernement, fort heureusement, directement, mais la réponse du parti principalement concerné a été l'invective personnelle, l'insulte, aucune réponse sur le fond. Malheureusement, c'est vous dire la faiblesse. Alors en 2020, l'indigence politique. En 2020, vous avez été pendant 7 ans, co-membre du gouvernement avec le chef du gouvernement actuel. Mais en 2020, en juillet 2020, votre parti, le PPS, avait contracté une alliance avec le PAM et l'Istiqlal qui sont actuellement au gouvernement. Est-ce que même eux ne vous répondent, enfin ne donnent pas suite à ce que vous dites? Non, c'est-à-dire que j'ai fort heureusement d'excellentes relations. J'ai de très bonnes relations aussi avec Aziz Akhnouch. Et un certain nombre de membres dirigeants du RNI. J'ai de bonnes relations également avec Sénézar Baraka depuis longtemps, et d'autant que j'ai un respect particulier de par mon éducation dans ce parti au PPS, un respect particulier pour le parti de Stiqlal, comme j'ai également de bonnes relations avec Sir Abdel-Latif Wahbi. Donc de ce côté-là, oui, nous arrivons à échanger au téléphone ou à se voir, etc., mais sans suite, c'est-à-dire que ce sont des rencontres informelles qui n'ont aucun aspect officiel et qui n'aboutissent à rien de particulier. Donc l'institutionnalisation, comme on a parlé d'institutionnalisation du dialogue social, il faudrait qu'il y ait une sorte d'institutionnalisation du dialogue politique. Ce sont des questions qui nous concernent tous et il faut arrêter d'être dans cette suffisance dont j'ai parlé, de venir devant le Parlement et de dire nous avons réalisé en 1 an ce qu'aucun gouvernement n'a pu réaliser en 5 ans. Nous avons déjà réalisé en 2 ans, 2 ans et demi, c'est ce qu'a dit le chef du gouvernement en avril dernier, ce que nous avons promis au pays pour les 5 ans de notre mandat. Mais où voyez-vous ça? Est-ce que vous voyez la cherté des prix? Est-ce que vous voyez l'inflation aujourd'hui galopante? Est-ce que vous voyez les problèmes? À propos de l'inflation, quelles sont vos propositions? C'est la question qui suivait. Ben écoutez, l'inflation, rappelez-vous, nous avons adressé, alors même que l'inflation était à son comble il y a déjà 2 ans, c'était l'objet de notre première lettre ouverte au chef du gouvernement. Cette première lettre ouverte faisait des propositions concrètes par rapport à ce qu'il y avait. C'était pas une lettre ouverte de discours politique, d'opposition. 2 propositions, peut-être 3 propositions. La proposition première, c'était d'activer la loi sur les prix, avec son article notamment, pour limiter les prix pendant un temps. C'était de jouer sur la TVA, de jouer sur les droits de douane pour les porter à la baisse, de faire en sorte qu'il y ait une régulation réelle au niveau des marchés et un contrôle de tous les intermédiaires. Nous avons également proposé que sur la question des hydrocarbures, la mise en œuvre des décisions du Conseil de la concurrence qui a reconnu qu'il y avait des ententes illicites et qu'il fallait que cela cesse. Malheureusement, cela continue. À ce jour, nous avons donc fait toutes ces propositions et bien d'autres encore, sans que le gouvernement n'accepte de mettre ne serait-ce qu'une de ces propositions en œuvre. Il nous reste une petite poignée de minutes. Je voulais vous interroger aussi sur la sphère politique. Nous sommes à 2 ans des élections. Les préparations commencent en général 1 an et demi à 2 ans avant. Alors il y a eu le Koutla al-Wataniya
puis la Koutla démocratique, la Koutla nationale, début des années 70, la Koutla démocratique, début des années 90. Il reste un verbe, un adjectif, la Koutla populaire peut-être. Plus sérieusement, est-ce qu'il peut y avoir un regroupement de la Koutla encore une fois pour les élections à venir? Vous savez, la Koutla populaire, je peux y revenir, c'est quelque chose d'important, sans verser dans le populisme, pour autant. Mais rapidement, que la Koutla puisse renaître de ses cendres dans la réalité politique actuelle, ça me semble très difficile. Il y a un parti qui est dans la majorité, deux autres partis dans le nôtre. Bon, on a essayé de faire des choses ensemble, malheureusement. Il n'y a pas une volonté politique réelle pour se faire. La Koutla populaire que vous appelez, c'est ce que nous appelons, nous, un mouvement citoyen ou un mouvement social. C'est-à-dire que face à ces déficits qui deviennent chroniques aujourd'hui des forces politiques diverses, y compris au sein de l'opposition, qui n'arrivent pas à fédérer réellement les forces d'opposition, qui n'arrivent pas à fédérer leurs énergies. Il faudrait que nous puissions prendre tout ce qui bouge dans la société, que ce soit des mouvements contre la hausse des prix, ou des mouvements pour les droits de l'homme, ou des mouvements pour les droits de la femme, ou des mouvements pour l'amélioration de la situation dans les montagnes. Essayer de créer avec ces différentes forces quelque chose de nouveau, de raviver, de plus jeune, qui respire un peu la confiance avec des couches diverses dans les jeunes pour essayer de pousser vers un changement. Car, permettez-moi de vous dire au moins une phrase, vous ne m'avez pas posé la question. Aujourd'hui, face à cette incertitude, que nous sert le gouvernement ou que laisse-t-il passer et filtrer à travers un certain nombre de réseaux médiatiques? Ah, attendant le remaniement. Mais de quel remaniement parlez-vous? Le remaniement ne changera rien à rien. Le remaniement ne changera rien à rien. Nous avons besoin aujourd'hui d'un changement d'orientation, d'un changement de politique, de la prise en charge réelle des problèmes que vit le pays, et permettez-moi de vous dire que quel que soit ce que dit ce gouvernement, quel que soit ce qu'il dit, même en regardant dans le rétroviseur, eh bien, il a aggravé tous les problèmes que connaît ce pays. On terminera là-dessus. Merci à vous, Nabil Nabla, d'avoir accepté notre invitation à l'invité de Média 1 TV. Merci à vous toutes, à vous tous de l'avoir suivi, et à très bientôt.